Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de 19h. Nous sommes le mercredi 22 juin. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. Voici tout d'abord les titres que nous allons développer au cours de cette édition. La commune de Déhay commémore le crash du Boeing 707 survenu le 22 juin 1962 sur le massif du Dodane. Commémoration 54 ans après avec encore des interrogations sur les causes de cet accident aéronautique. Journée nationale du don d'organes et un public peu nombreux au CHU qui organisait pourtant une information grand public sur le sujet. L'Euro de football particulièrement suivi par des Guadeloupéens mais également par des touristes. Nous verrons des supporters belges devant la rencontre Belgique-Suède. La commune de Déhay commémore donc aujourd'hui le crash du 22 juin 1962. Le Boeing 707 d'Air France, Paris-Pointe-à-Pitre, s'était en effet écrasé sur le massif du Dodane. Un crash qui a fait quelques 113 morts, un événement évidemment considérable à l'époque et c'est à ce jour encore le plus important accident aérien survenu en Guadeloupe. La commune en a donc été marquée et commémore depuis plusieurs années cet événement pour diverses raisons sur lesquelles nous reviendrons dans un instant. Mais tout d'abord, cette cérémonie cet après-midi célébrée sur les lieux même du crash et à côté de quelques débris. Le reportage de Cécile Allègre. C'est entre émotion et retrouvailles qu'une cinquantaine de personnes s'est recueillie sur le lieu du crash du Boeing 707. Famille, amis ou bien simples curieux, chacun a pris le temps pour rendre un hommage. Il y a souvent des rencontres qui se font le 22 juin où on vient se recueillir sur ce lieu qui est quand même chargé d'histoire, l'accident. Et ce qui permet à tout un chacun d'avoir une pensée pour ceux qui sont partis. Les revendications autonomistes de Justin Cataillé et Albert Béville restent présentes dans les pensées. La fille du bâtonnier Félix Rode tient à ce que chacun s'en souvienne. C'est un pèlerinage de la conscience collective guadeloupéenne afin qu'elle n'oublie pas les hommes politiques qui étaient Cataillé et Béville et qui militaient pour l'autogestion de leurs pays respectifs, Guadeloupe, Guyane. Il est aussi très important de le faire savoir au plus grand nombre parce que les jeunes générations doivent connaître aussi un pan de leur histoire. Sans réelle animosité, les familles souhaitent aujourd'hui que la lumière soit faite sur ce tragique événement. J'ai un cousin d'ailleurs qui s'appelle Fred Le Breton qui est en train de faire des recherches pour voir un petit peu si jamais c'est un accident vraiment, véritablement, ou si jamais c'est plus qu'un accident qui est arrivé à l'avion cette année-là. Cet hommage sur les lieux du crash s'est déroulé en toute simplicité, en présence de nombreuses personnalités politiques. Mais les causes du crash restent encore bien mystérieuses. Et en effet, je vous l'ai dit, cet accident a donc marqué la commune de Déhay par l'événement qu'il a représenté à l'époque, mais aussi par le mystère donc, qui l'entoure. 54 ans après, en effet, ces causes réelles n'ont pas été clairement établies et des soupçons donc ou supputations subsistent sur un éventuel attentat qui aurait visé de hautes figures politiques du mouvement anticolonialiste d'outre-mer. Vous l'avez entendu, le député guyanais Justin Cataillé, fondateur du Parti socialiste guyanais, et l'écrivain guadeloupéen Albert Béville, plus connu sous le nom de Paul Niger. La commune de Déhay veut connaître le fin mot de l'histoire. Reportage toujours de Cécile Allègre. À Déhay, une exposition retrace le déroulé des événements qui ont causé le crash du Boeing 707 le 22 juin 1962. Celle-ci permet de connaître les derniers échanges entre le pilote et la tour de contrôle. On y apprend également que Justin Cataillé aurait reçu une lettre d'avertissement avant de prendre l'avion. Il était aux côtés d'Albert Béville lors du crash. Ces deux personnalités étaient connues pour leur position indépendantiste. Même après toutes ces années, nous vivons encore cet événement avec quand même une grande tristesse. Et nous ne voulons pas que cet événement tombe dans l'oubli. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, nous commémorons. Une volonté sans faille agite le maire de Déhay qui souhaite rendre hommage aux personnes décédées. Les différents témoignages au sujet de l'accident la poussent à vouloir comprendre. Les raisons du crash restent pourtant floues. Attentat ou accident, rien n'est encore prouvé. Aujourd'hui, il y a la mission STORA mise en place par le ministère de l'Outre-mer
pour essayer de faire la lumière sur cette affaire. Bon, nous avons essayé de solliciter un ou deux membres de cette mission, mais tant qu'ils n'ont pas terminé la mission qui va se terminer au mois de septembre, nous ne pourrons pas avoir d'éléments. Chez les habitants, si chacun est d'accord pour dire que cette histoire a marqué la commune, la jeune génération semble moins concernée. C'est très important, c'est très très important. Ah, mais vous savez, c'est des familles et des amis. Faut toujours penser à lui. Oui, je connais, mais je ne connais pas de quelles circonstances ça s'est passé. Il faut se soucier quand même un peu de l'histoire de la ville. Merci. Les commémorations ont marqué cette journée, mais les experts ont encore du pain sur la planche pour comprendre les raisons du plus gros crash que la Guadeloupe ait connu. Ce devait être une importante réunion destinée à entériner la cartographie scolaire de l'année 2016-2017. Cette réunion a été tout simplement ajournée par le recteur. Le comité technique académique, organe paritaire qui donne son avis sur l'organisation de l'année scolaire, ne s'est donc pas tenu. Et parce que pour 2016-2017, des suppressions de classes ont déjà été annoncées par le recteur, des suppressions de classes qui sont évidemment contestées par les syndicats enseignants et les associations de parents d'élèves. Eddy Ségur, le secrétaire général de la FSU, répond aux questions de Johan Charpentier-Titi. Ce matin devait se tenir le CTA, le comité technique académique. Et il n'a tout simplement pas pu avoir lieu puisque les documents de travail qui devaient donc nous permettre justement de discuter des différents points à l'ordre du jour n'ont pas été transmis en temps et en heure aux organisations syndicales. Donc le recteur a tout simplement ajourné la réunion et l'a repoussé tout simplement à mardi 28 juin à 9h. Nous attendons tout simplement que le recteur, au regard de la réalité dans nos classes, puisse opérer de nouvelles ouvertures, procéder à des annulations de fermeture qui avaient été décidées donc, au CTA du 18 avril. Et nous espérons tout simplement que nous ayons les moyens pour avoir une rentrée scolaire acceptable dans le département. Social toujours, c'est le statu quo dans la grève à la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Les négociations n'ont toujours pas repris depuis que le maire Joël Beaugendre a quitté la table le vendredi dernier. Et ce, malgré les efforts du médiateur Georges Calixte. On en est aujourd'hui au 51e jour de grève. Éric Jalton, le député maire des Abîmes, a donné suite aux deux décisions de justice rendues d'abord par le tribunal administratif de Basse-Terre, puis par le TGI, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, dans le conflit du morne Torudu entre des riverains du quartier de Chauffour et un promoteur immobilier pour la réalisation d'un réseau d'assainissement. Éric Jalton, lui, considère toujours que ces décisions donnent raison à la municipalité des Abîmes, mais il se dit aujourd'hui prêt à faciliter la médiation entre les consorts Torudu, c'est le nom de la famille propriétaire de ce terrain concerné, et donc du promoteur immobilier. Et puis, que se passe-t-il donc au quartier des Varieux à Saint-François? D'où proviennent ces odeurs pestilentielles qui incommodent depuis plusieurs mois les riverains au point qu'ils se sont constitués en collectif de défense de l'environnement? C'est la déchetterie qui était jusque-là pointée du doigt, mais aujourd'hui, les ouvriers de cette fameuse déchetterie ont à leur tour fait valoir leur droit de retrait, car ne supportant pas ces fameuses odeurs, qui en réalité proviennent d'une décharge censée avoir été fermée depuis 2010. Alors, explication sur ce dossier assez complexe, Muriel Barlagne. La décharge de Saint-François est officiellement fermée depuis décembre 2010, mais son site abrite une déchetterie et surtout ce quai de transfert qui pose problème. Des ordures ménagères y sont déversées momentanément avant d'être acheminées vers le site de la Gabarre. Des manipulations qui se font à toute heure de la journée et qui créent des nuisances. Le camion d'ordures ménagères vient déverser à n'importe quelle heure ses chargements, à l'heure des repas, à l'heure de petit déjeuner le matin. On ne peut pas prendre notre petit déjeuner sans l'odeur. On aurait dit même qu'il nous amène le petit déjeuner le matin, voilà, manger à la poubelle. On mange à midi à la poubelle et on mange le soir à partir de 5h de l'après-midi, 7h du soir jusqu'à 9h du soir. Et là, au lieu de commencer à 9h du soir ou 10h du soir, eh bien, il commence à 7h, 8h, l'heure des repas.
Les Karan Singh habitent une maison qui, selon eux, est située à seulement 30 mètres de l'installation. Pour eux, la déchetterie a été construite trop près des habitations. Ils ont créé un comité de défense de l'environnement de Desvarieux où ils se trouvent. Leurs courriers adressés aux autorités sont restés sans réponse. Moi, je dis, une déchetterie, c'est une bonne chose. J'ai jamais contesté la déchetterie. C'est une bonne chose, sauf que la déchetterie, ce n'était pas son emplacement là, au bordure de la nationale, à 30 mètres des maisons des riverains. C'est inadmissible, c'est du fait exprès. Eddy Poinin habite un peu plus loin. Il ne fait pas partie du comité de défense qui s'est créé, mais lui aussi se dit victime de nuisances. De 3h du matin à 5h du matin, et 6h, voire 6h du matin, il y a des odeurs qui arrivent jusqu'à chez nous. Mais il faut reconnaître aussi, c'est pas pire qu'avant. Avant, on avait une décharge à ciel ouvert où on jetait toutes sortes d'ordures, de bêtes mortes, et c'était une décharge. Mais aujourd'hui, on a des odeurs que lors de transfert des ordures dans les camions pour aller vers la Gaba. Alors, vers qui se tourner pour obtenir des réponses ? Si la mairie de Saint-François est propriétaire du terrain, le fameux quai de transfert qui pose problème relèverait de la compétence du CIVAD. Quant à la déchetterie, depuis février 2016, elle a été transférée à la communauté de communes La Riviera du Levant. La décharge, elle, est en cours de réhabilitation et le démontage du quai de transfert sous peu ferait partie du projet. Affaire donc à suivre. La fin des travaux sur les canalisations d'eau potable qui... Le CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme a fait de la journée... Alors, un petit problème de son. La fin donc, je le disais, des travaux sur la canalisation d'eau entre Trois-Rivières et Terre-de-Haut-Sainte. Une annonce faite par le conseil départemental. Ces travaux effectués pour résorber d'importantes fuites sur ces canalisations sous-marines alimentant les Saintes d'une part, mais également la Désirade. Ce n'est qu'une première phase puisqu'ils doivent se poursuivre sur les canalisations alimentant Terre-de-Bas, puis enfin sur celle de la Désirade. C'est un chantier qui s'inscrit dans le cadre du plan de secours en eau potable du département et qui s'élève à quelque 2,8 millions d'euros, financé à hauteur de 40% par l'État et tout autant par l'Europe. Ces travaux avaient d'ailleurs nécessité l'interruption momentanée de la distribution d'eau à Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Quelques 5000 bouteilles d'eau ont été acheminées sur les Saintes. En revanche, aujourd'hui, ce sont les habitants de Sainte-Anne et de Saint-François qui sont touchés depuis ce matin par des travaux pour cause de la rénovation de l'usine de Déhauteur. Le retour à la normale est prévu demain en milieu de matinée. C'était aujourd'hui la journée nationale du don d'organes, une journée organisée pour informer le grand public sur la loi qui date de 1976 et répondre également à de nombreuses interrogations des familles et même des professionnels de santé. En Guadeloupe, cette journée d'information a été qui s'est déroulée dans le hall d'accueil du CHU de Pointe-à-Pitre, mais pas grand monde ne s'y est rendu. Le constat de Muriel Barlagne. Le CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme a fait de la journée nationale du don d'organes un moment de réflexion. L'occasion de rappeler que selon la loi, nous sommes tous donneurs d'organes et de tissus. C'est le principe du consentement présumé. Si l'on n'est pas d'accord, il faut s'inscrire au registre national des refus ou le dire à ses proches. En cas de décès pouvant donner lieu à un prélèvement, ce sont eux qui peuvent renseigner l'équipe de la coordination hospitalière au prélèvement d'organes. Il existe la carte de donneur pour les personnes, bien sûr, qui veulent donner un organe, mais il faut savoir que cette carte de donneur n'a pas de valeur légale, mais l'essentiel, c'est d'en parler avec ses proches, parce que dans tous les cas, quand une personne peut faire l'objet d'un prélèvement d'organes, on va rentrer en contact avec la famille, on va s'entretenir avec eux, et c'est la famille qui va justement témoigner pour le donneur, le futur donneur. En Guadeloupe, on ne pratique que la greffe de rein, et on ne fait plus de prélèvement de tissus, sauf pour l'autogreffe. Les prélèvements sont effectués depuis 1994 et les greffes sont réalisées sur place depuis 2004. Harold a 18 ans, il est déjà en âge de se positionner sur le don d'organes.
c'est un sujet auquel il a pris le temps de réfléchir. Moi, personnellement, je suis pour. Parce que le don d'organes, aujourd'hui, dans un monde où la population grandit chaque année de plusieurs centaines de milliers de personnes, je pense que c'est utile. Je pense que ça peut sauver beaucoup de gens, beaucoup de vies parfois, améliorer la vie et le quotidien de beaucoup de personnes pour un moindre mal pour la personne qui donne. C'est un geste de générosité et on sait qu'en 2016, l'humanité a besoin de solidarité. En 2015, 9 prélèvements ont été effectués en Guadeloupe, quand plus de 200 personnes sont en attente d'une greffe pour la région Antilles-Guyane. On réalise moins de 50 greffes par an, ce qui reste insuffisant. L'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, et nous parlons notamment d'un vaccin contre le Zika qui sera bientôt testé sur des humains. Une société pharmaceutique des États-Unis et un développeur international de vaccins ont donné leur feu vert pour commencer la première phase d'essai sur des humains d'un vaccin contre le Zika. Dans ces essais précliniques, le vaccin synthétique appelé le GLS 5700 a été développé par Inovio Pharmaceutical et Gen One Life Science. Il sera testé dans les prochaines semaines sur 40 sujets en bonne santé pour évaluer son innocuité, sa tolérance et sa capacité immunitaire. Les résultats devraient être connus pour la fin de l'année 2016. Les deux laboratoires travaillent étroitement avec les universitaires des États-Unis et du Canada, avec lesquels ils ont déjà collaboré pour faire avancer la recherche sur des vaccins, notamment celui contre Ebola. Les représentants du Bureau d'enquête sur les accidents et le département de l'aviation civile ouvrent une enquête sur un accident d'avion qui s'est produit sur l'île de South Bimini, dans l'archipel des Bahamas. Le bimoteur, qui opérait sur l'aéroport de Bimini, s'est écrasé peu après son décollage, juste à côté de la piste, causant la mort des 2 passagers à bord. Aucune information n'a été délivrée pour l'heure, ni sur l'identité des 2 victimes, ni sur les causes de l'accident. Le département de l'aviation civile attend des informations supplémentaires qui seront délivrées par l'enquête en cours. Inquiètes des problèmes de surpoids de leurs habitants, les autorités chiliennes ont promulgué une loi interdisant le Kinder Surprise. Le Chili est l'un des premiers pays consommateurs au monde de boissons sucrées, de glaces et de pain. Ces 10 dernières années, le diabète y a explosé avec 80% de cas supplémentaires et aujourd'hui, plus de 60% des Chiliens, un tiers des enfants de moins de 6 ans sont en surpoids. Cette loi aura mis 5 ans à être approuvée et 4 années à être promulguée pour ainsi laisser le temps à l'industrie agroalimentaire qui a fait un intense lobbying de s'adapter. Elle promet de révolutionner les étiquettes des produits vendus dans les magasins qui montreront du doigt les aliments riches en graisses saturées, sucre, sodium et calories. Son objectif est avant tout de protéger les enfants en interdisant la vente dans les écoles, les aliments considérés comme mauvais pour la santé. Et ces derniers n'auront plus le droit d'être accompagnés d'un jouet. Les autres aliments jugés nocifs au Chili devront eux s'adapter. 8000 devront changer leur emballage. Leur publicité sera bannie des programmes pour enfants et les fabricants devront enlever des emballages, tout élément destiné à attirer leur attention comme des dessins ou des autocollants. Nous parlons football pour la fin de cette édition avec tout d'abord la Copa América et ses demi-finales. Hier soir, l'Argentine a atomisé les États-Unis 4-0 et l'autre demi-finale ce soir oppose la Colombie au Chili qui n'est autre que le tenant du titre. Et puis l'Euro, avec cette toute première information, on connaît l'adversaire de la France pour les 8e de finale. Ce sera l'Irlande. L'Irlande qui a surpris l'Italie 1-0 cet après-midi dans la dernière rencontre du groupe E. Mais l'Italie était déjà qualifiée et assurée même de terminer à la première place de ce groupe. Enfin, on notera également la qualification de justesse du Portugal de Cristiano Ronaldo, finalement 3e de sa poule, après un match nul riche en buts, 3 buts partout. Si nous vous parlons de cet euro dans nos éditions régionales, c'est que l'euro est évidemment très suivi par les amateurs guadeloupéens de football, mais également par certains de nos visiteurs qui croient qu'en Guadeloupe, pour profiter des charmes du pays, gardent tout de même un œil sur cette compétition, comme ces Belges qui ont suivi la rencontre de cet après-midi entre la Belgique et la Suède. Le reportage de Johan Charpentier-Titi.
Ils sont environ 500 en Guadeloupe. Les Belges représentent l'une des 3 communautés étrangères les plus présentes sur l'île. Alors, pour le 3e match des Diables Rouges dans cet Euro, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour mettre l'ambiance. Donc on est qualifié pour le 8e. Donc ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas tomber contre la France. Hein. Donc là, la voie est royale. Et moi, je te le dis, on va aller en finale. Moi, je te le dis, sûr et certain. Come on, Belgium! Ça nous remet, on est tous là, on passe un bon moment et puis ça fait penser à la famille et c'est chaud. On adore l'ambiance, mais je préférerais être en Belgique là en ce moment pour le match. L'ambiance est meilleure qu'ici. Dans le public, certains supporters belges sont installés en Guadeloupe depuis plus ou moins longtemps. J'habite en Guadeloupe depuis une dizaine d'années. J'ai atterri ici parce que je suis une marin à la base, sur l'eau, donc voilà, et puis je suis restée. Je viens de Malmedy en Belgique. J'habite ici depuis un an. Enfin, c'est super chaleureux, les gens sont chouettes, il y a beaucoup moins de stress et il y a du soleil. Et puis il y a ceux qui sont en vacances et qui n'ont pas hésité à troquer le maillot de bain pour le maillot de foot. Voilà, donc ça c'était le seul point négatif en fait parce que les vacances ok, mais la Belgique d'abord. Plutôt que d'aller à la plage, vous êtes quand même venu voir ce match à la Belgique. Tout à fait. Il n'y a pas de bière à la plage. Et avec la qualification acquise lors de ce 3e match, la communauté belge de Guadeloupe pourra continuer à vibrer au rythme des dribbles d'Eden Hazard. On pourra continuer à suivre les matchs ici et il faut dire que l'ambiance est super bonne, le pays est super trop top quoi. C'est vraiment le paradis sur terre, la Guadeloupe. Rendez-vous en 8e de finale donc, avec un œil attentif sur les Diables Rouges. Avant de nous séparer, le temps qu'il fera demain sur notre archipel, le ciel sera ensoleillé, quoique nuageux. Pas d'averse à l'horizon, cependant. Les températures seront comprises en moyenne entre 25 et 29 degrés. Dans un instant, l'actualité dans le reste du monde avec nos confrères d'M6, suivi du magazine E=M6. Je vous souhaite une excellente soirée. Demain 12h30, vous avez rendez-vous avec Ronnie Nabal.